All rise. Veuillez vous lever. Please be seated. Please proceed, Mr. Ivetich. Le président, veuillez procéder, maître Ivetich. Le président, merci, monsieur le président. Avant de reprendre, j'ai quelques corrections que j'aimerais faire consigner au compte-rendu d'audience. Compte-rendu d'audience d'aujourd'hui, page 994, ce qui est consigné comme étant la pièce P7 487 doit être la page P3847. À la page 15 du compte-rendu d'aujourd'hui, ligne 13, on doit lire D930 au lieu de D930. Et page 18 du compte-rendu d'aujourd'hui, ligne 2, au lieu de la page 29918 du compte-rendu, il faut lire la page P29928 pour le témoin Yesic. À présent, je continue. Ternopolye n'était certainement pas un camp ou un centre de détention, comme l'affirme l'accusation dans le paragraphe 41 de son mémoire en clôture. Au contraire, c'était un centre d'accueil ouvert qui assurait la sécurité des réfugiés qui avaient fui le conflit et les extrémistes musulmans. P 3528, P 5149, entre autres documents, ainsi que les témoins qui en ont parlé. En outre, des organisations telles que la Croix-Rouge internationale, Mohamed, les Médecins sans frontières et Pharmaciens sans frontières rendaient visite régulièrement à ce centre. P5149. Ceci détruit les arguments de l'accusation selon lesquels les Serbes avaient mis en place une entreprise criminelle commune en vue de commettre un génocide pour détruire ces populations. Un doute raisonnable existe, vous devez donc acquitter. Dans ces centres, des officiers de police étaient chargés de procéder au traitement et aux enquêtes. Seul un membre de la VRS participait à ces équipes d'interrogatoire mixtes qui sont alléguées, et cet homme était le lieutenant-colonel Majstorovic. La participation de Majstorovic aux interrogatoires a été constatée. C'est ce qu'on voit dans la pièce P2895, dans laquelle Majstorovic est évoqué comme étant responsable des personnes chargées des interrogatoires. Au paragraphe 4 de ce document, nous lisons qu'il ne pouvait s'absenter qu'après avoir reçu l'autorisation de le faire de Simo Dorliacha. Et au paragraphe 11 et 15, nous voyons qu'il n'avait autorisation à rendre compte qu'à Simo Dorliacha et non à la VRS. Le général Kelechevich a même confirmé qu'il n'avait pas la moindre idée que Majstorovic se trouvait à Omarska avant la fin de la guerre. Compte tenu de ces éléments de preuve, il est démontré clairement que Majstorovic a agi de son propre chef et uniquement sur instruction de Dorliacha, et qu'il n'avait même pas autorisation de respecter les instructions de la VRS. Ainsi, le général Mladic ne peut pas être tenu responsable de ces faits. Alors, cette atmosphère de crainte et de chaos qui régnait à Prijedor a contribué au fait que les gens ont quitté Prijedor. Est-ce que c'est le cas? Probablement. Et cela concernait toutes les populations. Est-ce que des excès regrettables, y compris des décès, qu'on peut appeler dommages collatéraux ou même des meurtres, ont eu lieu pendant les combats et les ratissages de terrain ou dans ces installations de détention gérées par les civils? Probablement. Mais ce n'était nullement prévu, nullement planifié, nullement ordonné par le général Mladic, qui n'était pas au courant. Nous ne sommes pas ici aujourd'hui pour juger Simo Dorliacha ou le MOUB de Prijedor. Nous ne sommes pas ici pour juger les autres dirigeants locaux. Le général Mladic ne peut répondre que de son comportement, de ses conduites et de ses crimes présumés, et non du comportement et des crimes commis par d'autres qui exerçaient effectivement le pouvoir.
Maintenant, nous pouvons nous pencher sur les rapports qui arrivaient au général Mladic concernant les crimes présumés commis à Keraterme et Omarska. Il n'obtient pas autant d'informations que les centres de police. Nous avons des éléments de preuve qui le prouvent, par exemple, concernant l'infâme massacre de la salle numéro 3, comme on a l'habitude de le dire. Nous avons la pièce P161, un rapport adressé à l'état-major principal où il est question d'une tentative d'évasion en masse qui a été empêchée au prix de 50 prisonniers tués. Ce rapport n'évoque pas une quelconque absence de légalité concernant les décès. Est-ce que, s'agissant de la façon dont le général Mladic aurait été informé, et ne permet pas de créer un lien entre le général Mladic et les actes de la police qui exerçaient le contrôle à Keraterme. Logiquement et raisonnablement, et conformément au principe de le doute doit profiter à l'accusé, nous pouvons conclure à des comportements bénins et non criminels à la lecture de ce rapport. De même, la pièce P248 datant du jour suivant évoque une nouvelle tentative d'évasion qui a été empêchée à temps. Il n'y est pas question du moindre décès. Le général Mladic n'avait pas le devoir de mener enquête lorsqu'il lisait dans un rapport exact ce que nous lisons dans ces deux rapports. Dans ces conditions, il n'y a aucun lien entre ces incidents et le général Mladic, qu'il s'agisse de crimes ou pas. Quant à Omarska, les éléments de preuve sont clairs. Ils indiquent clairement qu'aucun rapport n'arrivait à Mladic. Le chef du poste de sécurité publique, Drljača, était responsable d'Omarska, pièce P4136, comme il était responsable de Keraterme. Dans les éléments de preuve, nous avons la pièce P2895 qui, dans ses pages 2 et 3, établit que les services de sécurité du centre de sélection devaient être assurés par le poste de police d'Omarska. Ce document signé par Drljača dit également ce qui suit, je cite, j'interdis le plus strictement qui soit la fourniture de la moindre information concernant le fonctionnement de ce centre de regroupement. Tous les documents officiels doivent être conservés au centre de regroupement et ne peuvent être sortis de ce centre ou détruits que sur autorisation du chef du poste de sécurité publique de Prijedor. Telle sera la responsabilité du personnel chargé de la sécurité. Fin de citation. L'application de cet ordre devait être supervisée par le chef de la police, Dusan Jankovic. I can have. Est-ce que nous pouvons afficher la diapositive suivante maintenant, s'il vous plaît? J'en ai peut-être parlé un peu plus tôt. Et l'accusation dans son mémoire en clôture implique que le général Mladic a donné un ordre pour que ces camps soient nettoyés avant une visite du CICR. Ce que nous avons à l'écran, c'est le P 2879 que l'accusation utilise à cet effet. Si vous regardez les destinataires, est-ce envoyé à Keraterme ou à Omarska? Non, du tout. Cela porte-t-il uniquement sur Omarska et Keraterme? Non, cela n'est pas le cas. Il est manifestement clair, et cela est manifestement clair au vu du texte de cet ordre. Mladic demande à son commandant subordonné de rendre une visite à plusieurs endroits, notamment Maniacha et une facilité de la VRS, pour que le commandant subordonné contacte le MOUP pour ce qui est des autres facilités ou installations de la défense territoriale. Si Mladic était à l'origine de ces actions à Omarska et Keraterme, à ce moment-là, il aurait envoyé son ordre directement, chose qu'il n'a pas faite. Alors, regardons la diapositive suivante maintenant, s'il vous plaît. Un autre document qui est le P201. C'est un ordre émanant de Talic, après avoir reçu l'ordre précédent de Mladic. Encore une fois, il peut l'envoyer directement à Maniacha parce que Maniacha est une installation de la VRS ou un centre de la VRS, mais il n'a aucune autorité sur Omarska, Keraterme ou Ternopolier. C'est la raison pour laquelle il doit envoyer cet ordre à poste de la police civile de Prijedor. On ne peut pas confondre ces deux documents et de dire que la VRS a exercé un quelconque rôle à Omarska, Keraterme et Ternopolé. C'est simplement dû au fait que la même visite
comprenait une visite à Maniacha. Nous disposons également d'autres éléments de preuve qui indiquent que les médias et le CICR avaient requis des civils pour cette visite. Le P 2005 commémore ce film, le P 200 également. Regardons maintenant quelle était la connaissance du général Mladic eu égard à toutes ces actions et de la VRS concernant le désarmement des villages et le nettoyage du terrain. D'emblée, l'accusation semble vouloir apporter une connotation négative sur ce terme de Chischenye que l'on appelle parfois le nettoyage du terrain. Il y a une différence entre les deux, entre ce qui constitue Chischenye, qui est enseigné par la GNA, et militairement légitime, c'est-à-dire le déplacement forcé par les civils, comme avancé par le bureau du procureur à la page du compte-rendu d'audience 17 845 à 18 847. Il ne peut y avoir aucun doute là-dessus. Chischenye, assainissement au sens militaire du terme, n'inclut pas le déplacement forcé que ce témoin avance dans sa déposition. Regardons maintenant le P02 440 de la 6e brigade des partisans, signé par le colonel Bassara. Et le même témoin protégé à charge dont nous avons parlé a confirmé qu'il s'agissait de la même opération dont il parlait à propos des villages de Prijedor, où il a vu cette action qui était différente de l'assainissement Chischenye normal. Nous voyons de cet ordre, au point 2, détruire des groupes armés ennemis avec un feu soudain et capturer des personnes non armées aptes à combattre dans la zone de Milin-Birt, où ces personnes seront transportées par la suite. Ne rien faire avec les femmes, les enfants et les personnes âgées dans leur foyer. Page 3, ensuite, d'un ordre complémentaire. Ne mettez pas le feu aux maisons. Le pillage est interdit. Laissez la population tranquille si elle est pacifique. Ne capturez que les extrémistes et liquidez seulement les groupes armés. Messieurs les juges, au vu de ces ordres, toute personne qui aurait été vue par un quelconque témoin et qui avance être un membre ou qui avance que la VRS force les civils de leur foyer est contraire aux ordres express dans sa déclaration aux ordres express donnés par la VRS et par conséquent le général et par conséquent, il ne peut y avoir aucun fondement pour établir la responsabilité du général Mladic, à moins qu'il ait eu connaissance de ses actions. Le juge Flug, pouvez-vous nous donner la date de ce document, s'il vous plaît? Maître Evetic, oui. Alors, au cours de la pause suivante. Le juge Flug, je vous remercie. Si nous regardons l'ensemble des preuves s'agissant des rapports qui ont été établis au sujet de ces actions, nous constatons qu'aucune information de ce type ou connaissance de crimes n'ont été rapportées à Mladic. L'accusation insiste sur plusieurs rapports au paragraphe 19 de son mémoire en clôture, s'agissant de Prijedor. Mais si on lit le document cité par l'accusation dans ce paragraphe, tous les autres éléments de preuve également cités, nous constatons qu'aucun de ces éléments ne parle de crimes contre des civils, mais parle plutôt d'actions militaires légitimes contre les bérets verts et les membres des formations paramilitaires. Monsieur le juge, pour ce qui est de votre question, 2440 est daté du 18 juin 1992. Le juge Flug, je vous remercie. Encore une fois, si Mladic reçoit ce type de rapport, peut-être que ces rapports ne sont pas tout à fait exacts, néanmoins on ne peut lui faire porter la responsabilité de ses actes. Et pour finir sur ce thème, l'accusation tente de
de présenter un écran de fumée en renvoyant la Chambre a un rapport de Talić au sujet de l'état-major principal, paragraphe 25 de leur mémoire en clôture, s'agissant de prier d'or, P3697. P3697, Talić annonce qu'ils avancent conformément à la directive numéro 1. L'accusation tente de laisser entendre qu'ils parlent dans ce cas de crime, mais si on se souvient de la directive numéro 1, et si nous réfléchissons à la façon dont Mladić connaissait la directive numéro 1, et si les choses progressent conformément à cette directive numéro 1, si effectivement la pièce P4474 correspond à la directive numéro 1, et sur le fait de traiter la population civile, comme on l'a vu la semaine dernière, qui n'est pas engagée dans la guerre, et si cette population civile n'était pas traitée correctement et les prisonniers de guerre conformément à la loi non plus. Et si dans le rapport de Talić, on indique qu'il s'agit de la directive numéro 1, il ne peut y avoir aucun avertissement au sujet d'activités criminelles. Ce qui est tout à fait remarquable, c'est que l'accusation dans son mémoire en clôture consacre beaucoup de temps à prouver la participation de la VRS à ces événements et aux crimes commis à Coričance-Stieni, paragraphe 46-47. Je suis choquée encore une fois de voir que l'accusation, je suppose, s'est rendu compte qu'elle n'a pu prouver aucun des faits répertoriés dans des annexes pour ce qui est de Mladić et donc a eu recours encore une fois à des faits non répertoriés pour essayer de relancer ces accusations et de les inclure dans ce procès. Une accusation qui a été retirée de l'acte d'accusation est le 13.6, ce qui est tout à fait incorrect pour tenter de relancer cette accusation et de l'inclure dans son mémoire en clôture à une heure tardive. J'ai également parlé de l'application de l'article 73 bis D et d'un exemple particulièrement flagrant. En réalité, l'accusation souhaite que soit condamné Mladić pour les événements de Coričance-Stieni. Messieurs les juges, vous n'avez aucun autre choix que de prononcer un acquittement. Bien, alors, indépendamment des aspects procéduraux et juridiques, lorsque j'avance que cette accusation viole le respect de la procédure. Les faits n'étayent même pas la tentative désespérée de l'accusation d'invoquer la participation du général Mladić. Tous les éléments de preuve montrent que ce n'est pas la VRS, mais les squads de l'intervention de la police du MUP, encore une fois, ce qui peut paraître surprenant, étaient présents. Dirleača n'était pas impliqué dans Coričance-Stieni. P2432. C'est à l'inverse. Le VRS a agi contrairement à la police. Dès que le commandant de la VRS a parti... À l'inverse de la police, dès que le commandant de la VRS, à partir du moment où on a laissé le commandant de la VRS était impliqué dans cet événement. Perlic a envoyé des soldats directement sur les lieux. Il ne les a pas envoyés là-bas pour tuer des hommes ni pour dissimuler cette opération, mais de constater ce qui pouvait être fait pour sauver les victimes. Et ceux qui ont survécu ont été emmenés à l'hôpital. Page du compte rendu d'audience 2075, P154, paragraphe 34, D887, paragraphe 19. Encore une fois, nous disposons d'éléments de preuve indiquant que Dirleača et le MUP ont entrepris de dissimuler ces crimes. Après Coričance-Stieni, il y a eu une réunion avec des représentants officiels de la police au souk de Prié d'Or pour aborder ces événements. La VRS n'a pas assisté à cette réunion. P2432. Dès que Dirleača a remarqué qu'il y aurait une enquête au sujet de ces événements, il a essayé de la dissimuler et a répondu au service de sécurité de Banja Luka qu'il n'était pas possible de mener une enquête étant donné que les hommes avaient été envoyés à Han Piesak. P2342 précise que la police du MUP a détruit tout document au sujet de Coričance-Stieni et d'autres crimes de la section d'intervention, page 52, 53, 85. Ces méthodes ne peuvent pas être attribuées à Mladić. L'allégation de l'accusation au paragraphe 47 de son mémoire en clôture indique que des hommes ont été
tué à Han Piesak et que le commandant de la VRS, alors que des membres de la VRS et que des membres de la VRS se trouvaient à Corrichan-Chestieni au moment où les crimes ont été commis. Ceci n'est pas exact. La section d'intervention ont été envoyés en mission par le SOUP à Han Piesak, RM 97, P2432, page 90. Tout ce qui est évoqué au niveau des éléments de preuve ne peuvent conduire qu'à une seule conclusion. Le général Mladic n'est pas responsable du fait répertorié concernant Corrichan-Chestieni. Je souhaite passer à un autre domaine qui est proche. Les éléments de preuve portant sur Tomasic, qui font partie de la réouverture des moyens à charge de l'accusation. L'accusation a présenté en tout 6 experts concernant Tomasic. Néanmoins, ces éléments de preuve sont plutôt sans brio et minces, s'agissant des conclusions sur la responsabilité pénale qui est censée en découler. Ceci a été reconnu par la Chambre de première instance eu égard à plusieurs témoins, notamment des experts en balistique comme Franich. L'accusation a également présenté toute une série de témoins de fait. Aucun d'entre eux n'a pu établir la participation du personnel de la VRS aux ensevelissements et à Tomasic, conformément aux ordres donnés par Aklomagic. Néanmoins, l'accusation, au paragraphe 48 de son paragraphe sur Priedor, avance dans son mémoire à clôture que le rôle de la VRS et autres autorités dans l'utilisation des fosses communes pour dissimuler les crimes de Priedor est englobé, se retrouve en fait mise en œuvre dans les fosses communes de Tomasic et les sites connexes. Et avance que les corps n'ont pas été exhumés de la fosse par des soldats de la VRS. L'accusation, selon ces preuves, n'établit pas que la seule conclusion disponible était que la VRS a participé aux ensevelissements. Plutôt, les éléments de preuve montrent qu'une conclusion logique conduirait à dire que les MOUP de la police civile ont accompli cette tâche. Le témoin essentiel de l'accusation a déclaré avoir reçu des ordres, mais non pas d'un membre de la VRS. Compte rendu d'audience 36 210 à 36 211. 59. Sur la base d'autres éléments de preuve, on peut voir que Yeshniak n'était jamais membre de la VRS. Ce sont les pièces D1081, D1359. Les éléments de preuve de la défense indiquent qu'il aurait été membre du MOUP et il s'agit donc de la pièce D011081 et un témoin de l'accusation a indiqué qu'il aurait pu être membre de la cellule de crise. P07311 paragraphe de l'accusation n'a pas présenté d'éléments de preuve montrant que Yeshniak était membre de la VRS. Les éléments de preuve présentés par l'accusation, en outre, indiquent que toutes les personnes impliquées aux ensevelissements, tels que conducteurs du bulldozer, ainsi que des gens qui accompagnaient le camion transportant des corps, portaient des vêtements civils. La page du compte dit 36 189 et 36 211. C'est le témoignage d'un témoin. Et les seules personnes en uniforme qui portaient des uniformes de camouflage de la GNA étaient Yeshniak et Simo Deliacha du SJB de Priedor, qui étaient tous les deux présents à ces ensevelissements, pièce P07311, paragraphe 8. Il est clair, d'après les éléments de preuve, que c'est surtout donc la police à Priedor qui portait des uniformes similaires, voire identiques aux uniformes de l'armée, et qu'un profane peut être induit en erreur en voyant ces uniformes. Regardons maintenant certains des éléments de preuve de l'accusation en couleur. C'est la diapositive suivante. Il s'agit des arrêts sur image, des séquences vidéo concernant Priedor. Ce sont des vidéos de l'accusation. Ici, nous voyons Drliacha, le juge Fluguet. Monsieur Ivetic, je pense qu'il faut que vous ralentissiez votre début puisque le sténotypiste ne peut pas vous suivre. Maître Ivetic, merci, je m'excuse. Edouard Pugliami, témoin de l'accusation, a entre autres identifié des personnes apparaissant dans de différentes séquences vidéo, comme c'est par exemple la personne au milieu. Il s'agit de l'un des gardes d'Omarska qui porte un uniforme militaire de camouflage. Ensuite, en haut,
à droite, sur cet arrêt sur image, nous voyons M. Dliacha en uniforme. Ensuite, en bas de l'arrêt sur image, nous voyons M. Stakic portant un uniforme de camouflage. Et l'arrêt sur image dernier et indique le plus, où nous voyons M. Stakic, M. Kovacevic, M. Dliacha et le colonel Arsic. Et sur cet arrêt sur image, toutes les personnes, sauf Kovacevic, portent le même type d'uniforme militaire et Kovacevic porte un t-shirt de l'armée des États-Unis, ce qui montre que le MOUP, les autorités civiles ainsi que la VRS à Prijedor portaient tous des uniformes de camouflage militaire. Étant donné qu'il y a donc un chevauchement pour ce qui est des personnes en uniforme à Prijedor, P3278, P205. bien sûr, il s'agit de la pièce P3278, P205 et P212. Donc, concernant ce chevauchement, pour ce qui est des personnes en uniforme à Prijedor, les identifications basées uniquement sur les uniformes, qu'il s'agisse de Tomašica ou un autre événement qui s'est passé à Prijedor ou à Masca, Karaterm ou Ternopolje, doit être considéré avec réserve, puisqu'il est toujours possible de conclure que le personnel du MOUP aurait été identifié de façon erronée et aurait été confondu avec des membres de l'armée. Pour ce qui est de Tomašica, l'un des témoins de l'accusation parle de la police militaire qui aurait aidé au transport des corps de Karaterm à Tomašica. Sa déclaration est la pièce P7314, paragraphe 16 à 18. Mais il y a un petit problème concernant sa déposition, puisque parmi les, entre guillemets, policiers militaires qu'il avait vus en uniforme et qui conduisaient, entre guillemets, un véhicule militaire qui appartenait à la police civile, sont en fait les membres du MOUP. Il a identifié en citant leur nom, par exemple Sikirica qui était commandant de Karaterm et Dochen. Et nous savons qu'il était l'un des chefs d'équipe. Et il a dit qu'il portait des ceintures blanches et que par conséquent faisait partie de la police militaire. L'accusation a déjà admis que Karaterm était dirigé par le MOUP, concrètement par le poste de sécurité publique de Prijedor. La pièce P7313 montre que les gardes au camp de Karaterm portaient des uniformes militaires. Et ce témoin de l'accusation dont il s'agit ici peut être pardonné puisqu'il a identifié de façon erronée les membres du MOUP à Karaterm comme étant les membres de la police militaire de la VRS. Mais on ne peut pas pardonner cela à l'accusation puisqu'ils ont poursuivi et ils ont condamné Dochen et Sikirica en tant que membres de la police devant ce même tribunal. Par conséquent, ils ne peuvent pas feindre ignorance. Ils se font référence à la conviction à la condamnation de Sikirica dans la note de bas de page 349 de leur mémoire en clôture. Le moment même où ils disent que la VRS y était impliquée et que Sikirica et Dochen étaient deux membres de la VRS qui étaient impliqués, leur devoir et leur obligation est de dire à ce tribunal, je cite Monsieur le Président, nous faisons remarquer que nous savons que Dochen et Sikirica sont membres du MOUP et non pas de la VRS. Au lieu de faire cela, l'accusation ose présenter cette déclaration erronée en tant qu'une preuve positive concernant l'implication de la VRS en tant qu'une preuve principale ou primordiale. Pendant leur réquisitoire, ils ont mentionné d'autres témoins qui auraient vu des personnes en uniforme militaire lors des ensevelissements. Pourtant, cela n'est pas en conformité avec d'autres éléments de preuve disant qu'ils portaient
des vêtements civils. Donc il y a un doute raisonnable et on fait abstraction du fait dont on a parlé, à savoir que les civils et la police portaient des uniformes. Il s'agit encore une fois d'un doute raisonnable. Il y avait des gens qui ont été mobilisés pour leur obligation de travail, comme des conducteurs. Et c'est corroboré par d'autres éléments de preuve de l'accusation. Cela aussi est un doute raisonnable. Regardons maintenant comment l'accusation a établi le lien entre les ensevelissements à Tomašica et Ratko Mladić à la VRS de façon désespérée. L'accusation affirme que des engins de terrassement de la VRS ont été utilisés, mais les éléments de preuve montrent que l'équipement de la VRS trouvé à Gradačac dans la municipalité de Modriča et non pas à Prijedor. Donc, il s'agit d'une distance de 140 km par rapport à Prijedor. C'est le témoin Vujicic qui en a parlé. Page du compte rendu 41 507. Monsieur le Président, vous allez vous souvenir que l'accusation a essayé de présenter des éléments de preuve d'un expert contenu dans le rapport SCP-7441 préparé par les policiers de la police technique, scientifique et technique des autorités de Bosnie-Herzégovine, mais ils ont fait citer à la barre seulement deux experts. Un expert de 3 experts, c'était Karasanovic. Après le contre-interrogatoire, ce témoin a dit qu'il n'était pas en mesure de parler de l'expertise faite par d'autres experts dans d'autres parties du rapport. Et vous, Monsieur le Président, ainsi que le juge Fluguet et Moloto, vous avez décidé de ne pas se fonder sur la partie concernant l'expertise dactyloscopique ou chimique de ce rapport, préparé par 2 autres auteurs, en moins que ces experts ne soient cités à la barre. C'est transcript 36 555 et 67. Mais ces témoins n'ont pas été amenés ici pour témoigner. Donc, ces parties pertinentes de la pièce P07441 doivent être exclues de tout examen des éléments de preuve. Cela inclut l'identification présumée des masques à gaz de la GNA et de la VRS qui étaient déterrés lors de l'excavation à Tomašica. Donc, il est choquant de voir que bien que l'accusation n'ait pas cité à la barre ces experts qui étaient mis en question pour les contre-interroger pour ce qui est de l'identification de ces masques à gaz, l'accusation veut toujours se fonder sur la même partie du rapport pour prouver la culpabilité de Ratko Mladić, et ceci même après que vous, Monsieur le Président, vous aviez dit à 2 reprises que la Chambre ne se fonderait pas sur ce rapport d'enquête. Comment ose-t-il le faire? Et il cite donc ces éléments de preuve dans la note de bas de page 304, paragraphe 50 de la partie qui concerne Prijedor. Et c'est lors du contre-interrogatoire du témoin Karasanovic que la question de l'identification de ces masques à gaz a été posée. Elle ne pouvait pas répondre à cette question puisque son collègue qui a fait cette partie du rapport était absent. Regardons la diapositive suivante et regardons ce que les éléments de preuve nous montrent, à savoir que le masque à gaz civil et militaire qui ont été versés au dossier, tous les deux, c'est D1090. Est-ce que ces 2 images, sur la base de ces 2 images, sans expertise, vous pouvez deviner et conclure que le modèle de la VRS est presque identique au modèle civil de ce masque à gaz. Et c'est après des décennies, parce que le masque se trouvait enterré pendant des décennies. Et les témoins ne pouvaient se mettre d'accord pour dire qui a ouvert ces sacs où se trouvaient les éléments de preuve. Donc ils se montraient du doigt l'un l'autre. Mais si vous respectez le droit, si vous appliquez le principe indubio pro reo et la charge de la preuve, on ne peut établir aucun lien avec Tomašica en se basant sur ces éléments de preuve. On ne peut établir aucun lien entre Tomašica et mon client. Donc vous devez prononcer l'acquittement. Regardons maintenant une autre tactique de l'accusation que l'accusation a appliquée concernant Tomašica.
Au paragraphe 52 de leur mémoire clôture concernant Priedor, l'accusation affirme que les éléments de preuve concernant les autopsies des personnes le plus récemment exhumées sont conformes avec des exécutions, des meurtres qui résultaient des exécutions. Et il cite Dr. John Clark. Ensuite, il se concentre sur le nombre de blessures à la tête en disant que cela indique qu'il s'agissait des exécutions. Mais le Dr. Clark était trop intelligent pour aller au-delà de ce que la médecine légale a reconnu, et il a explicitement écarté cette position de l'accusation sous serment. Et au lieu de confirmer que la cause du décès était l'exécution, le docteur Clark a admis qu'il ne pouvait pas exclure le fait que ces gens ont en fait ou auraient en fait pu être tués au combat. Transcript 36 651, 12 et 14. Le docteur Clark donc, a explicitement refusé de conclure sur la base de nombre élevé de blessures à la tête que des personnes décédées sont mortes à la suite d'une exécution. Page du compte rendu 36 681 jusqu'à 84. Donc pourquoi l'accusation n'est-elle pas honnête et ne dit-elle pas la vérité? Pourquoi l'accusation veut-elle mettre les mots dans la bouche du docteur Clark, les mots avec lesquels il n'était pas d'accord? Hormis le conseil de l'accusation, Eva Tabo a désespérément voulu prouver qu'il s'agissait des exécutions. Elle a également attribué certaines déclarations au docteur Clark, les déclarations qu'il n'avait pas prononcées. Eva Tabo a dit que les personnes décédées ont été fusillées de mitrailleuses, de pistolets. Cela veut dire en fait qu'ils ont été fauchés par des balles tirées de mitrailleuses. PSP 7449, page 23. Eva Tabo, au début, a affirmé qu'il s'agissait des conclusions du docteur Clark et qu'il avait étayé sa conclusion que ces gens avaient été victimes d'exécution. Page du compte rendu 36 808, 30 et 31. Pourtant, après qu'on lui avait montré ou présenté le fait que même le docteur Clark, sur l'apport duquel elle s'est appuyée, n'a pas mentionné mot mitrailleuse, Eva Tabo était forcée d'admettre que le docteur Clark a utilisé le mot fusil avec des balles à grande vitesse, mais elle a interprété de façon erronée cela comme étant des mitrailleuses, et c'est sur quoi elle a fondé sa conclusion. Donc, l'accusation et Eva Tabo cherchent désespérément à vous convaincre, monsieur le juge, de condamner mon client. Ils veulent que cela soit fait, mais uniquement un acquittement peut remédier à ce mépris flagrant de la justice et de la procédure régulière de la part de l'accusation et du docteur Tabo. Je vais vous rappeler que le docteur Stankovic nous a fait comprendre qu'au combat, les parties du corps les plus souvent ciblées et touchées sont justement la tête et la cage thoracique. Et pour ce qui est de Tomaszczyca, finalement, l'accusation paragraphe 57 de leur mémoire en clôture, dans la partie concernant Priedor, encore une fois, déforme une référence de ce qui, comme ils prétendent, représente le carnet de notes de M. Mladic, de Ratko Mladic, en disant que Ratko Mladic était au courant du fait que Simon Daljača était en train de dissimuler ce qui s'était passé à Tomaszczyca. Et en supposant qu'il s'agisse du carnet de notes de Mladic, leurs éléments de preuve, au mieux, permettent d'arriver à une conclusion complètement différente. Et il y a un autre problème majeur, ce présumé
carnet de notes de l'accusé montre que l'accusé n'avait pas donné d'ordre concernant l'aide aux ensevelissements ou réensevelissements ou aux tentatives de dissimuler ce qui avait été fait à Tomaszczyca. Au contraire, ce document contient la réponse de l'accusé ou enregistre la réaction de l'accusé, à savoir qu'ils ont été tués et par la suite ils voulaient s'en débarrasser. Et en fait, cela indique que l'accusé voulait qu'une enquête soit menée et que les résultats de l'enquête soient bien préservés pour que ces résultats ne tombent pas entre les mains des gens non autorisés. Et donc, pour ce qui est de ces éléments de preuve, il est clair que la VRS et l'accusé ont appris pour la première fois en 1993 ce qui s'était passé à Tomaszczyca. L'accusé n'a pas approuvé de l'ensevelissement de Tomaszczyca ni réensevelissement. Il n'a pas autorisé ses subordonnés à apporter de l'aide pour ce qui est de tout cela. Il a ordonné qu'une enquête appropriée soit menée concernant ces événements et que les résultats de ces enquêtes soient bien préservés et transmis aux organes autorisés et compétents. Donc, au vu de ces éléments de preuve, tous les soldats de la VRS qui auraient pu prendre part à ces événements à Tomaszczyca avaient fait cela sans autorisation. Ils ont agi pour des raisons personnelles et ils ont agi contrairement aux ordres pour lesquels il est dit qu'ils auraient été donnés par l'accusé, par Latko Mladic. Donc on ne peut pas imputer la responsabilité pénale à l'accusé sur la base de ces éléments de preuve. Il faut que nous disions que la semaine dernière, nous avons pu entendre que le général Mladic et M. Deliacha étaient assez proches. Donc c'est la première fois que nous avons entendu cela lors du réquisitoire. Et pourquoi les éléments de preuve concernant Prijedor regorgent de références à Deliacha et il n'y a pas d'indication selon laquelle Mladic aurait été avec lui. Et pour ce qui est de la situation de Tomaszczyca, et nous avons discuté de cela, le général Mladic n'était pas en relation avec Deliacha. L'accusation veut que nous croyons que des documents montrent qu'il y avait une animosité entre Mladic et Deliacha. Cela montre que Deliacha a caché ce qui s'était passé à Tomaszczyca à Mladic. Et pour ce qui est de ces éléments de preuve, l'accusation affirme que Mladic et Deliacha étaient des amis. Cela veut dire qu'il y a un doute raisonnable et qu'ils ne sont pas acquittés de leur charge de la preuve et que vous devez prononcer l'acquittement. Nous passons à présent à la soi-disant entreprise criminelle commune principale. L'accusation ne s'est pas acquittée de la charge de la preuve et donc elle ne peut emporter la condamnation du général pour les raisons suivantes. En vertu de la constitution de la RSFRY de 1974, la Bosnie-Herzégovine possédait un système de gouvernement tripartite, comprenant les 3 groupes ethniques et plusieurs mécanismes de protection de l'égalité entre les groupes. Témoins Dodik et Kecmanovic, page 42 212 et 23 807. Les musulmans et croates de Bosnie ont violé cette constitution en demandant l'indépendance.
Alors que les Serbes de Bosnie œuvraient de bonne foi pour une solution pacifique, estimant, je cite, qu'il était préférable de négocier pendant des années à faire la guerre quelques jours. Fin de citation, témoin Barachkin, compte rendu d'audience, page 28 773. Alors que les Serbes œuvraient de la sorte, le SDA s'est mis à préparer la guerre en accumulant des armes et en s'armant. Dès 619, dès 614, dès 790 notamment. Le fait de voir les musulmans et croates de Bosnie former des groupes armés a créé la peur et la panique chez les Serbes. Dès 675, le climat de peur et d'insécurité s'est aggravé lorsque des groupes paramilitaires musulmans se sont mis à mener des attaques dès 1690, page 8, dès 789, paragraphe 36, contre des villages serbes notamment, comme Večići, dès 1030. Le climat s'est détérioré et les tensions se sont accrues et on a parlé de catastrophe, entre guillemets, d'anarchie totale, entre guillemets, et de chaos et de terreur à l'encontre des membres de la JNA. Fin de citation, dès 414, page 1. C'est à cette période, le 12 mai 1992, que l'accusé a été nommé commandant de l'état-major principal de la VRS. Le général Mladić a été chargé de créer une armée à partir d'une série de groupes épars, notamment des groupes militaires à base municipale, d'anciennes unités de la défense territoriale, des conscrits civils, des officiers de réserve et des volontaires, possédant chacun une expérience et des compétences en matière de combat variables. L'intégration de ces groupes structurellement séparés et distincts a constitué un processus très long. Le témoin Kovač a témoigné à ce sujet, compte rendu d'audience, pages 41 356 et 357. À l'accusé, il est reproché d'avoir contribué à l'entreprise criminelle commune principale par l'exercice compétent et effectif de son commandement et son contrôle en tant que commandant de l'état-major principal de la VRS. Toutefois, lors de ces étapes initiales, le commandement et le contrôle du général Mladić étaient compromis par une série de facteurs. L'accusation, dans son mémoire en clôture, prétend que le deuxième district militaire de la JNA était une, je cite, armée tout à fait fonctionnelle qui a participé à l'entreprise criminelle commune en Bosnie. Fin de citation. Compte rendu d'audience, page 44 389. Et que Mladić a repris cette armée tout à fait fonctionnelle après sa désignation en tant que commandant de l'état-major principal de la VRS. Toutefois, l'accusation omet de dire qu'au départ, l'état-major principal de la VRS comportait seulement 12 officiers, dont 5 étaient des généraux. Les experts militaires de l'accusation nous l'ont dit. Butler à la page 16 630 et Danat à la page 19 165.
L'état-major principal de la VRS était également localisé dans un poste de commandement de réserve appartenant à la première armée de Belgrade. Tenens en a parlé, compte rendu d'audience, page 20513. Alors que, quant à lui, la BIH Sarajevo a reçu le bâtiment de l'ancien commandement du 4e corps de la JNA, D608, paragraphe 21, qui était un poste de commandement bien mieux équipé. Mais l'accusation veut vous faire croire que Ratko Mladic et ses 12 hommes étaient la ligue des super-héros, prêts à en découdre avec la BIH et le monde entier. Le manque de soldats, d'officiers et d'officiers subalternes formés professionnellement a nui à la stabilité de toute l'armée. Témoin de l'accusation, Milovanovic, compte rendu d'audience 17110, P 4381. Ce fait est longuement développé dans le mémoire en clôture de la défense au paragraphe 651 à 676. J'en donne quelques exemples. Milorad Šehovac, commandant de brigade du SRK, s'est plaint de ce que sa brigade était censée comporter 82 officiers, mais qui n'en disposait que de 3, en ce compris lui-même, D 559, paragraphe 31. Comment peut-on raisonnablement penser que 3 officiers formés professionnellement étaient capables d'exercer un contrôle et un commandement complet sur à peu près 1172 conscrits. D 566, page 5. De la même manière, le 5 mars 1993, le colonel Balic de la première brigade de Birac a signalé un manque grave d'officiers de l'active au niveau des pelotons, compagnies et bataillons. P 5241, page 2. Un autre facteur important qui a compromis la capacité du général à exercer le commandement et le contrôle effectif des forces de la VRS était le refus des dirigeants civils de décréter l'état de guerre. Ce refus a créé, comme l'a indiqué dans ce témoignage le général Sokanovic, de nombreux problèmes. Un état de guerre n'avait pas été décrété, si bien que l'armée fonctionnait selon les règles applicables en temps de paix, même si elle était dans les faits déjà en guerre. Cela rendait le commandement très difficile, ainsi que les autres activités et responsabilités des commandements. C'est ce qu'a dit le général Sokanovic, compte rendu d'audience 35 679. Nous avons également cela dans la pièce à conviction P 2201, paragraphe 4 à 9 et 11. Les soldats de la VRS profitaient de la situation pour abandonner leur position, P 5241, et ignorer les ordres de rester en place et de se battre, D 1661. Alors que l'accusation veut vous faire croire que l'accusé disposait de l'autorité absolue pour mener la guerre, c'est ce qui est indiqué dans le mémoire en clôture, au compte-rendu d'audience, page 44 332 jusqu'à 336, les faits eux-mêmes témoignent d'un scénario radicalement différent. Pendant toute la guerre, le président Karadzic a concentré entre ses mains un pouvoir important. Déposition de Milovanovic, compte rendu d'audience 16 909.
Et cela est indiqué dans le mémoire en clôture de la défense au paragraphe 551 à 577 et au paragraphe 648. Le commandement suprême, composé uniquement de dirigeants politiques, était l'organe décisionnel stratégique qui surplombait le commandement de la VRS. Général Milovanovic, compte rendu d'audience 16 909. Singulièrement, le général Mladic ne disposait pas du droit de vote pour les décisions du commandement suprême et n'était autorisé à participer aux sessions que sur invitation. Citation. P. 3042. D'autres limitations de l'autorité du général comprennent son incapacité à influencer la sélection des commandants de corps, qui était le droit exclusif des dirigeants civils, P. 2200. Il ne pouvait non plus influencer l'élaboration des 6 objectifs stratégiques au-delà des opérations militaires normales. Expert de l'accusation Donia, compte rendu d'audience, page 15 525 à 526, et les positions du général Milovanovic, compte rendu d'audience 16 973 à 74. Si l'accusation a cherché à convaincre le tribunal que le général Mladic et le président Karadzic, je cite, discutaient comme des frères, fin de citation, et que leur objectif était, je cite, d'avancer ensemble vers le même objectif, fin de citation, compte rendu d'audience, page 44 334. Comment expliquer alors les moyens de preuve qui montrent les tentatives de Karadzic de déposer Mladic de son poste de commandant de la VRS, une fois en septembre 1993 et une autre fois le 4 août 1995. Cela est abordé dans le mémoire de la défense, paragraphe 565, et voir également témoin d'accusation Skirbich, page 14012 à 14013. Bien loin d'une direction collégiale travaillant ensemble et œuvrant au supposé projet criminel commun, le rapport entre Karadzic et Mladic n'allait pas au-delà d'une coopération opérationnelle normale. Cela révèle qu'aucune entreprise criminelle commune ne pouvait exister. Cela révèle un doute raisonnable. Dans son mémoire en clôture, l'accusation prétend, compte rendu d'audience, page 44 332, que la défense déforme le concept de chaîne de commandement et le rend sans effet. La défense le répète. Le général Mladic donnait des ordres sur le plan du commandement stratégique, mais ce sont les commandants de corps au niveau opérationnel qui décidaient de la manière dont une mesure serait exécutée. Paragraphe 644 du mémoire de la défense et pièce P 2201, paragraphe 2.5, par leurs subordonnés sur le plan tactique. C'est précisément ainsi que le général Danette, convoqué par l'accusation, a décrit le fonctionnement des armées de l'OTAN. P 2629, paragraphe 36. Alors pourquoi l'accusation doit-elle désavouer de manière répétée ses propres experts militaires? L'accusation veut que la Chambre pense que l'accusé exerçait un contrôle exclusif sur la VRS à tous les niveaux de commandement. Mais cela n'est pas corroboré par les éléments de preuve. Mémoire en clôture de la défense, paragraphe 643 à 647. L'accusé était limité par les principes et la structure de la VRS et ne pouvait pas
agir en toute impunité et n'exercer pas non plus une autorité absolue. Je pense que nous pouvons faire la prochaine pause. Le président, oui, je vous ai jeté un œil sur l'horloge et je savais que vous n'alliez pas l'oublier. Nous allons faire une pause et reprendrons l'audience à 12h15.